Après le programme lunaire Apollo, qui met fin à la course à l'espace entre les blocs soviétiques et américains, les relations entre les deux superpuissances s'améliorent. Retour sur la première rencontre diplomatique dans l'espace, Apollo-Soyouz. Au début des années 70, les budgets de la NASA sont très bas et on utilise les restes du programme lunaire pour des projets qui permettent de les recycler. Le dernier lancement d'une Saturne V met en orbite, en 1973, la station Skylab, conçue à partir d'un étage S4B. Mais quelques mois avant Apollo 17, dernière mission lunaire, une mission Apollo en orbite terrestre est en préparation. Et elle est très spéciale. Dans les années 70, les relations entre les soviétiques et les américains se détendent. Les présidents Nixon et Brejnev se rencontrent et en 1972, on signe un accord pour une mission conjointe, plus symbolique qu'autre chose, faire se rencontrer des Américains et des Soviétiques en orbite terrestre. Cette mission pourrait sembler facile, mais réunir deux vaisseaux de conception totalement différentes et deux programmes spatiaux qui ont évolué chacun de leur côté, avec en plus une méfiance mutuelle, ça n'aide pas. Déjà, d'un point de vue technique, le vaisseau Apollo américain et le vaisseau Soyouz soviétique sont les seuls vaisseaux des deux nations pouvant remplir cet objectif. Le souci, c'est qu'il est impossible d'amarrer les deux vaisseaux ensemble. Le vaisseau Apollo, comme le vaisseau Soyouz, utilise un système d'amarrage mâle. Durant les missions lunaires, le port mâle du module de commande Apollo entrait dans le cône d'amarrage femelle du LEM. Et pour Soyouz, il en est de même avec les stations spatiales soviétiques. Donc pour amarrer les deux vaisseaux, il faudrait qu'un des deux vaisseaux ait un port d'amarrage femelle. Et là, ça coince. Même si on est en période de détente, la rivalité est toujours présente et aucun pays ne veut être la femelle. C'est puéril, mais c'est comme ça. Après de longs débats, on décide de mettre au point un port d'amarrage androgyne, la passe. Mais même avec ça, une autre différence de conception subsiste, les deux vaisseaux ne sont pas pressurisés de la même façon. On ne peut donc pas amarrer le vaisseau américain directement avec le vaisseau soviétique. On ne peut pas non plus adapter la pression et l'atmosphère d'un vaisseau avec celle de l'autre. Il va donc falloir concevoir un module intermédiaire. Ce module de jonction, qui est placé au décollage à la place du LEM entre le module de service et le S4B, est ensuite récupéré par le module de commande de la même manière que le LEM lors des missions lunaires, avec exactement les mêmes ports d'amarrage qu'à l'époque. De l'autre côté du module de jonction, il y a un port androgyne qui permet l'amarrage avec le Soyouz. Une fois que tous sont amarrés, les astronautes des deux vaisseaux utilisent le module comme sas de transfert. Par exemple, pour que deux Américains passent dans le Soyouz, ils doivent entrer dans le module de jonction et fermer l'écoutille du côté américain. Une fois isolés dans le module de jonction, la pression et la composition de l'atmosphère à bord vont ensuite doucement passer de celle du vaisseau Apollo à celle du Soyouz. Une fois la pression égalisée avec celle du vaisseau soviétique, les astronautes peuvent enfin accéder au Soyouz. Un système contraignant, mais qui permet de faire fonctionner les deux vaisseaux ensemble sans avoir à faire des modifications lourdes. Pour l'équipage américain, on choisit Tom Stafford au poste de commandant. Stafford a déjà un bon pédigré spatial, ayant volé sur 2 missions Gemini et ayant rasé la surface lunaire avec son LEM lors d'Apollo 10. À ses côtés, au poste de pilote du module de commande, se trouve Dick Slayton. Il a fait partie des Mercury 7, les 7 premiers astronautes américains. Il ne volera en revanche pas dans l'espace, ni lors de Mercury, ni lors de Gemini, ni même lors d'Apollo. Peu après son recrutement, on découvre un problème concernant son rythme cardiaque et il est donc cloué au sol. Pendant toutes les années Gemini et Apollo, il supervise l'entraînement mais aussi l'assignement des astronautes aux différentes missions. Il accompagne chaque équipage lors des dernières heures avant le décollage et devient un témoin des grands exploits de ses camarades sur la Lune, comme des pires tragédies comme Apollo 1, Apollo 13 et les nombreux décès d'astronautes lors de crash de jet. Son boulot de patron des astronautes lui permet de gagner le respect de la NASA tout entière et en 1975, il va enfin pouvoir faire un vol dans l'espace, 16 ans après son recrutement. Enfin, au poste de pilote du module de jonction se trouve Vance Brand, recruté en 1966 et qui s'apprête à faire son premier vol spatial également. Le commandant soviétique de la mission n'est autre qu'Alexeï Leonov, dernière légende soviétique encore en vie après le décès de Yuri Gagarin, Vladimir Komarov, Pavel Beliaïev et Sergei Korolev. Leonov, premier homme à être sorti dans l'espace en 1965, participe ensuite au programme lunaire soviétique N1. Il est pressenti pour faire partie des cosmonautes à se rendre sur la Lune, avant que le programme soit définitivement abandonné après les échecs à répétition des lancements de tests des gigantesques fusées N1.
Il doit ensuite voler sur Soyouz 11, mais suite à des soupçons de maladie venant de son coéquipier Kubasov, ce n'est pas l'équipage principal, mais l'équipage de réserve qui part sur ce vol. Cette décision en fait lui sauvera la vie, puisqu'au retour de l'espace, la capsule de Soyouz 11 se dépressurise lentement à cause d'une brèche et tue les 3 cosmonautes. Après cette tragédie, les cosmonautes sont équipés d'une combinaison intravéhiculaire Sokol qui leur permet de survivre en cas de dépressurisation accidentelle de la capsule lors de la rentrée. Mais cette combinaison, elle est encombrante, et la capsule Soyouz ne peut pour le moment emporter que 2 astronautes en combinaison. Aux côtés de Leonov se trouve un de ses coéquipiers de l'équipage original de Soyouz 11, Valery Kubasov, qui a déjà volé lors de la mission Soyouz 6. La première rencontre officielle entre les 2 équipages se fait en 1973 au Salon du Bourget, dans un pavillon spécialement dédié à la mission. Des photos de l'équipage américain sont suspendues, mais pas celles des soviétiques. Durant une conférence de presse, un journaliste demande « Comment allez-vous travailler avec ces Russes s'ils n'arrivent même pas à obtenir leurs photos à temps ?» Ce à quoi Tom Stafford répond « J'ai toute confiance en mes collègues soviétiques. Pourquoi aurions-nous besoin de photos si les cosmonautes sont ici en personne ?» Les Américains se rendent ensuite en Union soviétique pour rencontrer les cosmonautes et s'entraîner ensemble. Dave Scott se souvient. « Ma première impression de Moscou, c'est à quel point la ville était propre. Très sombre et calme, mais propre. Nous avions été pris en charge à l'aéroport dans un vieux bus en ruine, et quand nous sommes arrivés au centre de la ville, j'ai été frappé par le peu de monde dans la rue. Pas beaucoup de trafic non plus d'ailleurs. Quand notre bus est arrivé sur la place rouge, j'ai jeté un œil sur le Kremlin, avec ses dômes dorés et ses nombreuses tours. Au-dessus d'une des tours, un grand drapeau rouge soviétique flottait à plein mât. Notre voyage de Moscou à Houston incluait une courte escale à New York. Je me souviens que je me tenais debout à la base de l'Empire State Building, me demandant comment un bâtiment aussi haut avait pu être construit. Même si je ne les avais vus au cinéma, les gratte-ciel étaient si énormes. Tout m'a étonné. Le nombre de voitures de luxe sur la route était incroyable. J'avais une Volga, mais cela ne ressemblait en rien à la grande variété de grosses voitures américaines que j'avais pu croiser dans les rues. Partout où nous sommes allés, la circulation était bruyante, les panneaux publicitaires, les magasins animés et les gratte-ciel. En Union soviétique, il était difficile de se procurer de la nourriture, encore moins une belle chemise. En Amérique, vous pouviez acheter ce que vous voulez à tout moment de la journée. J'étais également frappé par la propreté de tout. Les musées et les galeries d'art étaient beaux et sophistiqués. Au départ, que ce soit quand l'équipage américain est en URSS ou l'équipage soviétique aux États-Unis, un sentiment de méfiance s'installe. Ils se sentent épiés par les services secrets du pays qui les accueille et la différence culturelle est assez marquée. Mais peu à peu, les 2 équipages se rapprochent et apprennent les uns des autres. Symboliquement, on décide que les cosmonautes parleraient anglais et les astronautes parleraient en russe. Cette première visite aux États-Unis a été un véritable test d'anglais. Nos hôtes ont été très patients avec nos efforts, tout comme nous l'avions fait lors de leur première visite en Union soviétique. Le plus souvent, nos erreurs ont déclenché des fous rires et ont servi à briser la glace entre nous. Une fois, à Houston, je me suis levé pour porter un toast à notre future coopération. J'avais l'intention de porter un toast à notre futur succès, mais cela ne s'est pas exactement bien passé. J'ai levé mon verre, me suis éclairci la gorge, et j'ai porté un toast à une vie sexuelle à l'avenir. Tout le monde a ri et a bu à cela. Après Houston, les cosmonautes visitent les installations de la NASA, en Californie notamment, et on les emmène pour la première fois à Disneyland. En 1975, le cosmodrome de Baïkonour était un endroit très différent de ce qu'il était 10 ans auparavant. Un nouvel hôtel avait été construit avec une piscine et des cours de tennis. Il y avait aussi un théâtre dans la ville, de nombreux nouveaux magasins et une flotte de bus climatisés à la disposition des équipages en formation. À la fin avril de la même année, moins de 3 mois avant le lancement d'Apollo-Soyouz, nous avons invité les astronautes américains à se rendre à Baïkonour. Avant de montrer aux Américains la base de lancement, nous les avons emmenés faire une brève visite des villes ouzbèques de Tachkent, Boukhara et Samarcande. Quand nous sommes arrivés à Baïkonour, une grande fête avait été organisée pour accueillir les Américains. Quelques habitants de cette région reculée du Kazakhstan sont arrivés à dos de chameau avec les plats et les spécialités régionales. Assis, les jambes croisées dans une tente traditionnelle kazakh, nous avons trinqué au succès de notre mission commune. Le 15 juillet 1975, l'équipage soviétique s'installe dans le vaisseau Soyouz 19 et s'apprête à décoller les premiers.
Le décollage a lieu et le vaisseau Soyouz se place progressivement sur une orbite circulaire de 225 km d'altitude au-dessus de la Terre. 7h30 après le lancement du Soyouz, les astronautes américains s'élancent à leur tour à bord de leur Saturne 1B dans le module de commande 111 qui devait à la base tourner autour de la Lune lors de la mission Apollo 15. Ils rejoignent une orbite un peu plus basse que celle des soviétiques. Après avoir récupéré non sans mal le module de jonction, ils effectuent des manœuvres de transfert vers l'orbite du Soyouz. Les astronautes sont surpris de voir voler dans la cabine un étrange passager. Slayton dit alors: Houston, on a un super moustique de Floride dans la capsule. Si je l'attrape, je lui donne ses galons d'astronaute. Après plusieurs jours à manœuvrer et réaliser des expériences scientifiques en attendant le rendez-vous, les deux vaisseaux se rapprochent. Leonov se souvient. Les manœuvres qui ont suivi, rapprochant de plus en plus les deux vaisseaux, bien que menées à plus de 30 000 km/h, semblaient être une chorégraphie d'un gracieux ballet céleste. Finalement, alors que les deux vaisseaux spatiaux se rapprochaient à quelques mètres l'un de l'autre, je pouvais distinguer un visage dans l'une des fenêtres du vaisseau américain. C'était Tom, et il souriait. Les deux vaisseaux s'amarrent ensuite avec succès. Ce sont les Américains qui vont d'abord passer du côté soviétique. Stafford et Slayton entrent dans le module de jonction, ferment l'écoutille du côté américain et commencent à égaliser la pression et l'atmosphère avec celle du Soyouz. Une fois ceci fait, l'écoutille s'ouvre et ils sont accueillis chaleureusement par Leonov et Kubasov. La poignée de main symbolique se déroule, tandis que les deux vaisseaux survolent la ville de Metz, et donc, encore une fois, en France. New possibilities are opening up for fruitful development of scientific cooperation between countries and the peoples in the interests of peace and progress of all humanity. I wish you successful completion of the planned program and a safe return to Earth. Leonid Brezhnev. Après avoir discuté avec le président américain Gerald Ford, qui d'ailleurs n'a pas été avare de questions, Leonov invite les Américains à porter un toast à leur mission. Il leur tend des tubes avec une étiquette qui indique le contenu, de la vodka. Les Américains, conscients que le monde observe et écoute chaque seconde de leur mission, disent à Leonov que ce n'est peut-être pas une bonne idée. Leonov les rassure et leur dit de juste goûter. Il s'agit en réalité de bortsch, une sorte de soupe ukrainienne. Leonov, avant le vol, a échangé les étiquettes avec celles des bouteilles de vodka pour faire une petite blague aux Américains. Tom Stafford reconnaît immédiatement le bortsch et il a l'air un petit peu déçu. Il leur offre ensuite une autre surprise, un dessin de chacun des astronautes que Leonov avait réalisé durant les entraînements conjoints. Les deux équipages s'échangent ensuite des graines de différents arbres qui seront plantés à la fois à Houston et à Moscou. La première journée ensemble se termine donc avec des échanges de drapeaux, de certificats et d'autres échanges diplomatiques symboliques. Le lendemain, c'est au tour des soviétiques d'entrer dans le module de commande Apollo. Lors des directs spatiaux, Kubasov, qui fait une diffusion pour la télé américaine, en anglais, prononce ces mots. « Cher peuple américain, ce ne serait pas approprié de demander lequel de nos pays est le plus beau, parce qu'il n'y a rien de plus beau que notre planète bleue. » Symboliquement, les Américains font des diffusions en parlant russe à la télé soviétique et vice-versa. Les astronautes et les cosmonautes passent la journée à s'échanger les places dans les deux vaisseaux et à communiquer avec la Terre. C'est une autre journée symbolique. Le 19 juillet, pour cette troisième journée de vol commun, les deux vaisseaux vont se séparer et s'exercer aux manœuvres spatiales conjointes. L'une de ces manœuvres est assez particulière. Les Américains placent leur vaisseau entre le Soleil et le Soyouz, de manière à former un disque et provoquer une éclipse artificielle de Soleil, visible par les Soviétiques. Cela donne l'occasion aux Russes d'observer la couronne solaire. Ils se réamarrent, puis se séparent à nouveau, cette fois pour de bon. Tout en conduisant des expériences de spectroscopie, les deux vaisseaux volent en formation au-dessus de la Terre, à quelques mètres de distance. Ils s'éloignent ensuite les uns des autres de 8 km par orbite. À partir de maintenant, Américains comme Soviétiques vont mener leur mission chacun de leur côté. Le 20 juillet est dédié aux préparatifs du retour sur Terre pour les Soviétiques, qui est prévu pour le 21. Les Américains, de leur côté, doivent encore réaliser un paquet d'expériences avant un retour sur Terre prévu le 24 juillet. Le 21 juillet, donc, la capsule Soyouz avec à bord Leonov et Kubasov se pose sans encombre sur Terre. Les Américains se désorbitent le 24, comme prévu. La rentrée se passe à merveille jusqu'au moment du déploiement des parachutes de freinage. À ce moment-là, la capsule se remplit assez rapidement de gaz toxiques provenant du carburant non utilisé. Alors que les parachutes principaux se déploient, les trois astronautes toussent fortement.
Brand récupère les masques à oxygène et les distribue à ses collègues. La capsule finit par amérir dans l'océan Pacifique, mais se retourne. Ils activent le système de retournement, ces sortes de petits ballons qui permettent de mettre la capsule dans le bon sens, puis ouvrent les vannes de ventilation. Enfin, les gaz se dissipent et l'air redevient respirable. Ils seront ensuite hospitalisés pour 2 semaines et s'en sortiront sans séquelles. Une fois de retour sur Terre, les cosmonautes se préparent à se rendre à Moscou pour faire leur rapport. Alors que l'avion se pose à l'aéroport de Moscou, on ordonne aux pilotes de stopper et attendre une livraison. Un 4x4 militaire arrive alors en trombe au pied de l'avion et l'homme qui en sort demande à remettre un paquet au général Leonov. C'est la confusion, Leonov n'étant qu'un colonel. Il ouvre le paquet et trouve un uniforme de général. Je peux difficilement décrire mon sentiment de fierté. Il était clair que c'était prévu à l'avance. Pourtant, j'ai été touché par la manière informelle avec laquelle la promotion est arrivée. Il l'enfile, sort de l'avion, sous l'applaudissement du comité et de sa famille. Une véritable parade les accompagne de l'aéroport jusqu'à la Cité des Étoiles. Ce même jour, j'ai également reçu une 2e étoile d'héros de l'Union soviétique et de Lénine, la plus haute distinction que l'Union soviétique puisse décerner. Dans les heures et les jours qui ont suivi la mission Apollo-Soyouz, j'ai commencé à me demander ce que j'avais fait pour mériter tant d'attention. Petit garçon, j'avais écrit dans mon journal « Mon destin, c'est moi ». Les épreuves et les rigueurs extrêmes de mon enfance m'avaient forgé un sentiment de détermination absolue. Cela avait toujours été ma grande force et j'ai réalisé ce que je voulais faire. Dans les mois qui suivent, ils entament avec l'équipage américain une grande tournée à la fois de l'URSS et des États-Unis. À chaque fois, les Américains sont accueillis à bras ouverts par le peuple soviétique et les cosmonautes sont également chaleureusement accueillis par le peuple américain. À Houston, Frank Sinatra chante pour eux. Plus tard, Leonov racontera « J'avais connu la gloire très jeune. Après ma mission Voskhod 2, j'ai reçu beaucoup d'admiration lorsque j'ai parcouru le monde. Mais j'étais encore jeune à l'époque, et tout semble toujours bien quand on le voit à travers le prisme de la jeunesse. Les pommes semblent plus savoureuses, les nuits plus courtes, le soleil plus gros. Je ne m'attendais pas à une telle attention et cela semblait presque comme un rêve. À l'époque d'Apollo-Soyouz, j'étais plus mature. Je pense que j'apprécie beaucoup plus ce que j'ai réalisé. En regardant en arrière, je considère cette mission comme le véritable moment fort de ma vie. Après cette mission, Alexei Leonov, Tom Stafford et Dick Slayton ne revoleront plus jamais dans l'espace. Vance Brand participera à 3 vols de la navette spatiale. Valérie Kubasov refera un dernier vol à bord de la station Salyut 6 et nous quitte en 2014. Dick Slayton, lui, nous quitte en 1993 après une brillante carrière à la NASA, tout d'abord comme astronaute cloué au sol lors de Mercury, chef des astronautes lors de Gemini et Apollo, astronaute lors d'Apollo-Soyouz et enfin un des responsables des premiers vols de la navette spatiale américaine. Aujourd'hui, une reproduction à l'exact et à l'échelle de la mission Apollo-Soyouz est exposée au National Air and Space Museum de Washington. Le module de commande 111 ayant volé sur la mission est également détenu par le National Air and Space Museum de Washington, mais exposé au California Science Center de Los Angeles. Enfin, la capsule Soyouz ayant volé durant la mission est désormais au Sergei Korolev Rockets and Space Corporation Energia Museum dans la banlieue de Moscou, avec là aussi une maquette à l'échelle du projet Soyouz Apollo. Après Apollo-Soyouz, plus aucune capsule Apollo ne volera dans l'espace. Une nouvelle ère s'ouvrira quelques années plus tard avec la navette spatiale et une nouvelle coopération se formera avec les Russes quand le 29 juin 1995, soit près de 20 ans plus tard, la navette spatiale américaine Atlantis devient le premier vaisseau non russe à s'amarrer à la station spatiale Mir, ce qui amènera, quelques années plus tard, à une coopération totale et permanente à bord de la station spatiale internationale. J'espère que cet épisode sur Apollo-Soyouz vous aura plu. Cet épisode y marque la fin de l'ère Apollo, mais aussi de la playlist Apollo sur la chaîne. Avec cette playlist, vous pourrez revivre presque toute l'épopée Apollo de 61 à 75. La playlist est complète, on parle de toutes les missions, mais certaines vidéos seront sûrement refaites ou plus détaillées à l'avenir. Merci à tous ceux qui permettent de faire de cette chaîne un métier.
de tous ceux qui passent du temps à sous-titrer les vidéos, à acheter des t-shirts comme celui-là sur la boutique, ou faire des tips sur Utip. Merci aussi à tous les vidéastes qui participent, par leur voix, à la création de ces vidéos. D'ailleurs, à défaut d'une phrase de fin, et pour clore cette playlist Apollo, voici un petit florilège bêtisier des participations vocales des vidéastes durant les derniers épisodes de Stardust. À très bientôt. Tant que le gars Tant que le gars fait le travail, c'est tout ce qui compte. Ah merde, peut-être pas aussi comme ça. Tant que le gars fait le travail, c'est tout ce qui compte. Houston, on a un super moustique de Floride dans la capsule. Si je l'attrape, je lui donne ses galons d'astronaute. Cher peuple américain, cher peuple américain, ça fait vraiment genre j'écris une lettre. Cher peuple américain, il fait beau, le froid est dans le cœur des hommes, développé, vous avez 4 heures. Comment les amis allez-vous travailler? Les amis avec ces gars, les amis russes, ils ne sont pas les amis capables de fournir les amis leurs photos à temps, les amis. Et voilà, à quoi j'en suis réduit, un acteur de ma trempe, obligé de sortir son anti-pop. Je suis dans une colère noire. Mais c'est pour Vicnet, alors ça va. Il va faire chaud aujourd'hui. Est-ce qu'il va pas faire chaud aujourd'hui, mec? Tu crois pas, hey yo? Tant que le gars fait le travail, c'est tout ce qui compte. Salut Dave. Vous avez fait du super boulot. Parfait, parce que j'ai fait... C'est bien pour de la ASMR, mais c'est pas bien pour une réplique. Putain, c'est beau quand même, la Terre.